Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une deuxième année à ce panel de discussion organisé dans le cadre de la semaine de l'autogestion de Relief. Je suis Josée Saint-Amand, directrice marketing et communication chez Relief. Tout d'abord, j'aimerais prendre quelques minutes avant de débuter cette discussion pour vous parler de notre programme Relief Affaires. Relief Affaires, c'est un programme que nous avons créé et lancé à l'automne 2021. Ce programme s'adresse aux entreprises et son objectif principal est d'appuyer les organisations dans la création d'un environnement de travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de santé mentale. Depuis la pandémie, tout le monde s'entend sur l'importance d'implanter une stratégie de promotion de la santé psychologique. On prend de plus en plus conscience autour de nous qu'une grande majorité de personnes dans nos milieux de travail vivent avec des enjeux de santé mentale et qui sont aux prises avec des symptômes tout en essayant de maintenir la même cadence, le même niveau de performance et de volume de tâches à accomplir. Et Relief, on peut vous aider à soutenir vos équipes. Ce programme global traite du dépistage des problèmes de santé mentale au travail, des nouvelles obligations par rapport à la protection de la santé psychologique des employés, de la promotion et de la protection de la santé mentale au travail. Et on est là pour vous conseiller dans la création de ce climat propice à la santé psychologique positive. Pour en savoir davantage sur ce programme, je vous invite à consulter notre site web ou contacter directement mon collègue Martin Binette, directeur principal développement et croissance. Vous trouverez dans la section commentaires de cet événement ici les coordonnées pour nous contacter. Pour la semaine de l'autogestion en santé mentale, Relief a réuni pour vous des spécialistes pour discuter de ces questions importantes sur la santé mentale et de la place que l'autogestion peut prendre dans vos organisations pour soutenir vos employés. Et avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que si vous avez besoin d'aide ou qu'une personne de votre équipe ou de votre entourage a besoin d'aide, n'hésitez jamais à contacter Relief. Nos intervenants sont là et disponibles pour vous soutenir. Les informations pour nous contacter sont aussi disponibles dans la section commentaires de l'événement. Maintenant, sans plus tarder, je vous présente Alain Malek, chef des affaires publiques chez Lundbeck Canada, qui a généreusement accepté d'animer ce panel pour vous aujourd'hui. Alain, le micro est à toi. Merci Josée pour l'introduction et bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour Lundbeck et moi-même d'avoir la chance d'animer ce panel-là dans le cadre de la semaine de l'autogestion de Relief. Vous savez, Lundbeck, c'est une pharmaceutique entièrement dédiée à la santé du cerveau, à la santé mentale, tant pour la population qu'on dessert que pour nos propres employés. Puis c'est vraiment dans cette optique-là que nous-mêmes, l'année dernière, on a eu la chance de déployer au sein de notre propre entreprise le programme Relief Affaires que Josée vient de présenter. Et je vous assure que l'impact du programme est encore clairement visible, même un an plus tard. Alors, merci Josée, merci à toute l'équipe de Relief. Bon, maintenant, on est plus de 500 personnes à être assemblées ce midi parce qu'aujourd'hui, bon, qui dit travail dit télétravail du même souffle. Bien sûr, les deux mots sont devenus quasi indissociables. Et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui, plus spécifiquement du point de vue de la santé mentale, c'est-à-dire comment la mieux gérer au sein de nos entreprises en tant que gestionnaire, mais aussi comment l'autogérer en tant qu'individu. Et c'est ce dont nos expertes panélistes que je vous présente à l'instant vont nous entretenir au cours de la prochaine heure, à commencer par Maude Villeneuve, coordonnatrice scientifique de la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail propulsée par Beneva. Bonjour Maude. Bonjour Alain. Je vous présente par la suite, d'abord, merci, bienvenue. J'introduis maintenant Véronique Grenier, conseillère principale, pratique de gestion favorable à la présence au travail et à la santé, Beneva. Salut Véronique. Bonjour Alain, ça me fait plaisir d'être avec vous. Juste pour parler un petit peu de mon rôle, là, de mon côté, j'interviens principalement avec les groupes qui sont assurés avec nous dans la mise en place d'accompagnement, d'expertise pour les meilleures pratiques au niveau de la gestion de la présence au travail, mais au niveau de la santé organisationnelle aussi. Et j'interviens aussi du côté des suivis des indicateurs en gestion d'invalidité, donc pour être en mesure de mettre en place les meilleures solutions d'accompagnement pour améliorer la santé des employés, mais aussi l'expérience financière de nos régimes. Alors, merci. Merci Véronique. Et enfin, notre troisième panéliste, Madame Céline Morellon, présidente, directrice générale, leader de valeur Groupe Conseil. Bonjour Céline.
Quelques mots? Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sincèrement. Effectivement, leader de valeur a 2 axes d'intervention. Non seulement le maillage d'experts avec des entreprises sur tout ce qui prévaut au leadership d'impact, à la gouvernance, mais particulièrement à la gouvernance inclusive, mais également le support des équipes en ressources humaines, par rapport à tout ce qui est l'inclusion, le bien-être, la sécurité psychologique des employés. Fait que c'est tout à fait, le mot d'ordre là pour notre discussion d'aujourd'hui. Merci Céline, très hâte de t'entendre. Donc, sans plus tarder, commençons la discussion avec une question portant sur l'impact du télétravail dans les organisations en 2023. Et en passant, je crois qu'il va y avoir une période de questions le plus formelle à la suite du panel. J'invite l'auditoire à inscrire dans le chat toutes leurs questions tout au long de la discussion afin que nos panélistes puissent y répondre là, au fur et à mesure de la discussion, dans la mesure du possible. Alors, ceci dit, Véronique, je vais commencer par m'adresser à vous Oui. avec une question, disons, plus ouverte, à savoir, de manière générale, d'après votre expérience, quel a été le principal impact du télétravail dans les organisations? Bien, en fait, Alain, il y a eu plusieurs impacts là, positifs et négatifs. De mon côté, comme conseillère en santé organisationnelle, ce que j'observe principalement, c'est un impact évidemment au niveau de la santé mentale. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire le lien complètement direct avec le télétravail, mais ça corrèle avec le début de la pandémie. Et puis, comme on est l'assureur, on a accès à des données dépersonnalisées. Donc, du côté de notre bloc d'affaires, ce qu'on a pu observer, effectivement, c'est une hausse du nombre d'invalidités du côté de la santé mentale, donc de l'incidence, autant en courte durée qu'en longue durée. Donc, ça, on a vraiment pu l'observer. Et puis, de mon côté, je fais aussi de la vigie, donc au niveau des statistiques de la santé mentale. Puis, j'ai envie de vous partager aussi quelques statistiques qui m'interpellent du côté de la santé mentale. En fait, c'est 1 Canadien sur 5 qui souffre de problèmes de santé mentale en 2022. Donc, ça, c'est les résultats de Benefits Canada dernièrement. Je trouvais ça intéressant de la partager parce qu'il n'y a pas si longtemps, l'OMS disait en 2020, ça sera 1 personne sur 5. Et là, de façon contemporaine, on est dans la statistique. Donc, on a vraiment une hausse des problèmes de santé mentale. On entend beaucoup plus parler aussi d'anxiété. Et puis, c'est 1 Canadien sur 3 qui souffre de problèmes d'anxiété. Donc, c'est 4 fois plus quand même qu'au début de la pandémie. Donc, on le sait, ça a un impact aussi, ça a un impact sur la présence au travail. Donc, de notre côté, ça a fait en sorte qu'on a eu aussi beaucoup de demandes des organisations pour les accompagner au niveau de la santé mentale. Donc, il y a une volonté de prévenir la santé des employés. Donc, les organisations ont dû quand même s'adapter assez rapidement pour mettre en place différentes stratégies. Et puis, dans le contexte du télétravail, on le sait, un peu plus difficile aussi de rejoindre les employés. Donc, il y a des webinaires sur la santé mentale, mais aussi beaucoup de demandes du côté des pratiques de gestion. Donc, comment habiliter nos gestionnaires à mieux intervenir dans les milieux de travail. Ça, il y a eu aussi beaucoup de demandes de ce côté-là. Hein, souvent, on le sait qu'il y a comme un malaise, comment intervenir, savoir-être, savoir-faire. Donc, on a eu aussi à former plusieurs gestionnaires du côté de comment détecter les signes avant-coureurs et comment prévenir une absence. Donc, ça, je dirais que c'est le changement majeur. On intervenait déjà, mais il y a vraiment eu une hausse aussi des demandes dans le cadre de la prévention, autant au niveau d'implanter une culture de santé qu'au niveau aussi de former nos gestionnaires de mesures préventives. Merci, Véronique. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, Céline, pour élaborer sur ce que Véronique vient de dire, écoutez, en général, il est accepté que la gestion du changement, c'est toujours plus facile lorsque le changement est un choix et ça se fait de manière graduelle. Alors que dans le cas qui nous concerne, la démocratisation du télétravail ça a été tout le contraire. Ça a été un changement subi et un changement forcé. Alors, d'un point de vue de la santé mentale, selon vous, selon vos observations, quelle a été l'influence de cette nouvelle réalité-là au niveau des équipes? Merci pour cette belle question parce qu'effectivement, je vais vous parler de ma clientèle, là, donc des entrepreneurs avec lesquels j'évolue depuis plusieurs années et l'effet radical que ça a eu chez eux, le bon dans le télétravail, le bon forcé dans le télétravail, le rythme, l'accélération du rythme, qui a même donné à certains employés une perception d'augmentation de leur productivité parce que leur temps de travail était rallongé
que la période de transport, par exemple, n'existe plus, nous, dans la notion de pouvoir cumuler les rencontres. On ne prend même plus en considération les périodes de transport parce qu'on prend pour acquis qu'on est disponible dans les 5 minutes suivant la rencontre dans laquelle on est. Donc, l'augmentation du rythme a eu un impact énorme sur la santé mentale des employés, mais aussi des gestionnaires. Donc, Véronique en parlait tout à l'heure. Le changement de posture en télétravail versus la gestion à vue a mis le leadership classique un petit peu à mal. Donc, la modification de la posture dans l'encadrement de gestion, dans l'encadrement des groupes de travail, dans l'encadrement de la production de la tâche est venue déstabiliser les gestionnaires, particulièrement les gestionnaires de premier niveau. Donc, il faut prendre pour acquis que la gestion du changement doit se faire, c'est un processus de digestion. Je m'excuse pour la comparaison, mais c'est clairement un processus de digestion. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut pour avoir un résultat qui ressemble à ce qu'on souhaitait au départ. Et oui, le télétravail nous a amené plein de choses positives, dont l'obligation de se poser la question sur le monde futur du travail. Donc, on a été propulsé dans le futur, mais il ne faut pas oublier que ce sont des humains qui doivent l'intégrer. Donc, il faut observer un temps d'arrêt, un temps d'analyse, puis se poser les vraies questions par rapport à ce qu'on souhaite conserver. Puis là, on ne veut surtout pas retourner non plus. Donc, c'est à peu près ça là, que je voudrais partager aujourd'hui. Merci Céline, mais ça c'est très intéressant. Et puis d'ailleurs, écoutez, si vous permettez, continuons, si vous le voulez bien, dans la même veine, mais cette fois-ci en mettant l'accent sur les obstacles à la mise en place du télétravail. Maude, je m'adresse à vous. Écoutez, on s'entend que tout changement au sein des entreprises a son lot d'obstacles. Et à plus forte raison, un vrai changement de paradigme, tel que le télétravail, je veux dire, les ramifications dépassent le cadre professionnel et vont toucher les gens à un niveau très, très personnel. Alors, en ce sens-là, selon vous, quelles ont été les plus grosses craintes exprimées par les employés et ou les gestionnaires lors du déploiement forcé du télétravail? Mais comme on a tout parlé, que c'était un déploiement qui a été forcé, mais les craintes que je parlais aujourd'hui, en fait, c'est des craintes qui existaient avant la pandémie. C'est juste qu'ils ont été tellement, on va dire démocratisées, mais ils ont été surtout forcés sur tout le monde. Donc, la première crainte, je pense qu'on l'a tous vécu quand on est en télétravail, mais c'est de perdre nos frontières entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Quand on parle de ça, on parle beaucoup de la notion de détachement psychologique. Donc, comment est-ce que je me détache de mon travail quand je suis à la maison? Où est-ce que je mets mes limites mentales, mais physiques aussi, mon environnement de travail? On peut se dire que les gens qui sont privilégiés, qui peuvent avoir un bureau de travail à la maison, ont la chance d'avoir un espace fermé où ils vont pouvoir aller travailler de telle heure à telle heure. Et c'est relativement plus facile, mais c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Mais ça marche aussi de l'autre côté. Donc, quand on est au travail, mais à la maison, comment est-ce qu'on se laisse pas envahir par la vie familiale, la vie privée? On a tous vu des moments durant la pandémie particulièrement où il y avait des enfants qui rentraient dans les lives de grandes entrevues à des chaînes de grande écoute et c'était adorable, mais ça montre que l'envahissement, il est des deux côtés. Donc, c'était quand même une crainte de comment est-ce que je peux autogérer cette frontière-là. Parce que même si l'entreprise a des balises, même s'il y a des consignes, des normes, reste qu'en contexte de télétravail, on est par définition beaucoup laissé à nous-mêmes. Donc, on doit créer nos propres frontières, nos propres boundaries. Et c'est un enjeu qui demande, en soi, ça a une certaine charge mentale de déterminer ces frontières-là qu'on fait au quotidien. Une autre crainte qui s'est concrétisée pour tout le monde qui est dans l'industrie du savoir le moindrement, c'est tout ce qui est technologie d'information et l'envahissement des interruptions. Céline a nommé le fait que maintenant notre calendrier est partagé. On assume qu'on peut coller nos réunions bout à bout. Personne qui a de pause pour aller aux toilettes maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes des machines devant l'ordinateur en permanence. Les pauses, c'était pour l'ancien temps. Donc, notion-là de disponibilité constante et la charge. Donc, on n'est jamais capable de laisser aller durant la journée. On est collé d'une réunion à une autre. Des notifications sans arrêt. Donc, le fait que quand c'est pas Teams, c'est un appel, c'est un appel vidéo, un texte pendant qu'on est en train d'être dans une autre réunion. Donc, c'est non seulement on est disponible, mais on doit être disponible sur 4 plateformes en même temps. Donc, on est constamment
écartelé quand on est en contexte de télétravail. Et c'est tellement difficile, c'est tellement une notion de culture. Ça. Oui, il y a une partie qu'on peut autogérer nous-mêmes, de mettre nos propres limites, mais si notre patron et tous nos collègues sont constamment disponibles, ben il y a une certaine résistance à dire que bon, mais pour la prochaine demi-heure, j'aimerais ne pas être dérangé, je ne suis pas disponible. Il y a une pression de conformité qui dépasse notre propre volonté à s'autogérer, qui appartient à l'organisation. Une dernière petite crainte que je veux nommer avant de laisser la parole pour d'autres questions, c'est toute la notion d'isolement et d'isolation qui est vécue au contexte du télétravail. Encore une fois, par définition, on est bien, on est chez nous, mais on n'est pas en contact avec nos collègues, on n'est pas en contact avec notre patron. On perd toute la notion de langage corporel de nos collègues, toute la notion d'échange spontané aussi avec nos collègues, notre patron. Il y a une certaine perte de camaraderie, une perte de soutien, puis de vie sociale aussi, qui peut être difficile. Il y a beaucoup d'employés qui ont été engagés en contexte de télétravail et qui n'ont jamais vu leurs collègues en personne. Ça a quand même un impact, ça, sur l'appartenance, sur la qualité de vie, puis sur l'engagement qu'on a dans notre organisation. Oui, merci pour ça, Maud. Je pense tous ici présents, on peut tous se reconnaître dans ce que vous venez de dénoncer. Céline, d'après vous, en fait, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? C'est votre avis sur le sujet, votre expérience en termes d'obstacles à la santé mentale au télétravail? Il y a très clairement la notion de frontière. J'aimerais insister sur la notion de frontière que Maud a évoquée. Puis, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on voit actuellement la pression des employeurs sur le retour à ce qui se faisait avant. De plus en plus, puis très clairement, on le voit dans la dernière année, mais dans le dernier 6 mois, les voix s'élèvent fortement sur la réintégration des journées obligatoires dans la semaine. On voit de plus en plus revenir des 2 à 3 jours en présentiel versus le virtuel. Donc, il y a une pression des employeurs actuellement sur le fait de revenir à la gestion à vue, qui est une gestion plus simple pour l'encadrement de gestion, mais sans totalement prendre en considération les vrais besoins des employés. Puis moi, j'aimerais insister sur cet élément-là, la notion de frontière, d'établir la frontière ou de rendre plus hermétique la frontière, contrairement à ce qu'elle était pendant la pandémie, sert d'excuse à une escalade vers, j'appelle ça le retour vers le futur, là, mais une escalade au retour à nos anciennes normes de fonctionnement au lieu de repenser le monde du travail avec ces nouveaux éléments-là. Donc, je vais insister là-dessus. L'un des éléments importants de la santé mentale, c'est se sentir reconnu, se sentir autonome dans la façon dont on peut évoluer dans notre milieu. Et il faut d'abord avoir cette conversation avant de revenir à la gestion des obstacles un à un, comme si les solutions étaient dans ce qu'on faisait avant. Fait que c'est mon petit message là, que je tenais à envoyer aujourd'hui par rapport à la gestion des obstacles. Il faut qu'il soit repensé en collaboration avec les employés puis de façon saine. Voilà. Tout à fait d'accord, Céline. Véronique, quelque chose à ajouter? Oui, absolument. J'ai envie de faire du pouce sur ce que Maud disait tout à l'heure du côté de l'isolement. De mon côté, je l'ai observé au niveau des employés, des organisations qu'on accompagne, mais la crainte de l'isolement aussi ou du manque de proximité avec son gestionnaire aussi, c'est un enjeu, puis ça peut amener aussi des impacts. Donc, le télétravail, dans le fond, ça peut exacerber les problèmes aussi qui sont déjà existants dans une équipe. En tant que gestionnaire, lorsqu'il y a moins de proximité avec l'employé, ça peut aussi exacerber l'augmentation des risques psychosociaux. Puis Céline t'en a parlé tout à l'heure, la clarté des rôles, le manque d'autonomie. Si on a moins de contact avec notre gestionnaire, ces éléments-là ne sont pas clairs. Donc, c'est quoi mes tâches, qu'est-ce que je dois faire, jusqu'où je peux aller. Donc, ça peut créer de l'anxiété et ça peut aussi mener à des problèmes de santé mentale. Donc, oui, je pense que l'isolement, le manque de proximité vers le gestionnaire, ça, c'est un enjeu, donc d'autant plus important de mettre en place des rencontres formelles et des rencontres informelles aussi. Et tout ce qui touche la communication aussi, le manque de communication, c'est un risque aussi psychosocial.
Donc, d'avoir une communication qui est régulière avec l'employé, ça devient un enjeu aussi. Donc, ça vaut la peine de mettre en place des rencontres statutaires et de mettre des rencontres informelles et de mettre des rencontres aussi informelles pour les collègues, pour les membres de l'équipe aussi. Ça aussi, c'est important pour créer une belle synergie. Non, merci pour ça. Et puis d'ailleurs, je regarde certains commentaires dans le chat. Il y a M. Martel qui mentionne qu'il est quand même possible de se bloquer des plages à l'avance pour avoir une pause. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Puis on le vit tous, là, les réunions sont une après l'autre sans avoir le temps de reprendre son souffle. Alors, je pense que c'est un sujet qui passionne. Et puis d'autres commentaires, en fait, il y a plusieurs commentaires dans le chat qui nous amènent, c'est très intéressant, ça nous amène à notre prochain thème, prochain dernier thème, qui touche les défis du télétravail. Alors, certains participants aujourd'hui sont tout à fait pour le télétravail, d'autres déplorent l'espèce de manque de communication directe, comme on a fait allusion. Une question, en fait, et j'ouvre le dernier thème sur une question posée dans le chat. Ne croyez-vous pas que le télétravail mène à une gestion de plus en plus individuelle des employés? Et avant de vous laisser répondre, en fait, je veux simplement amener le sujet élaboré sur le thème qu'on va aborder, soit le défi de télétravail. Et écoutez, Véronique, je vais vous relancer sur votre dernière intervention. Écoutez, on s'entend que la santé des employés, la santé mentale des employés est un enjeu de société dont on parle beaucoup plus depuis le début de la pandémie. Et la démocratisation du télétravail y est pour beaucoup. Puis c'est la raison pour laquelle on est plus de 500 aujourd'hui à prendre le lunch ensemble. Mais ceci dit, avec les enjeux de distance du télétravail, là je dis distance tant au sens propre que figuré, quelle meilleure pratique est-ce que les gestionnaires, selon vous, peuvent adopter pour favoriser la santé mentale, la bonne santé mentale de leurs employés? Oui. En fait, là, je viens de vous parler des facteurs de risque psychosociaux, mais il y a aussi des facteurs qui agissent de façon favorable, comme des facteurs de protection. Puis j'ai envie de vous parler de la pratique de soutien social qui, en fait, a un impact favorable sur la santé mentale. Et je pense que dans le contexte du télétravail, la pratique de soutien doit être favorisée, d'autant plus que ça devient plus difficile. Je veux aussi vous partager peut-être quelques résultats d'une étude sur le soutien social. Donc, je trouve ça intéressant de démontrer la corrélation. Donc, Benefort a fait une étude avec le HEC à Montréal sur les impacts des réclamations en assurance collective et les meilleures pratiques en santé mieux-être. On a spécifiquement étudié la pratique de soutien social. Alors, ce que ça a démontré, c'est que ça a un impact direct sur la perception de bien-être psychologique des employés. Donc, vraiment, il y a une corrélation qui est forte. Ça a un impact aussi sur l'attraction du personnel. Donc, il y a un aspect aussi de fidéliser nos employés dans le contexte actuel. Je pense que c'est important. Et il y a aussi un impact sur l'épuisement professionnel. Donc, on le sait, l'épuisement peut mener à une période d'invalidité. Donc, plus le gestionnaire exerce du soutien, on a moins de chances d'avoir de l'épuisement émotionnel du côté de nos employés. Donc, tout à l'heure, je parlais de formation, de détecter les signes avant-coureurs. C'est une pratique de soutien aussi. Donc, ça se fait d'abord avec un lien de confiance. Donc, d'instaurer des rencontres informelles. Quand notre employé ne va pas bien, on va être un peu plus à l'aise de le rencontrer, puis de lui demander comment ça va, puis de mettre en place, de lui proposer des mesures de soutien qui sont disponibles dans l'organisation. Donc, ça, c'est une chose quand l'employé ne va pas bien, mais il faut aussi le soutenir dans le cadre de son travail, de son contexte aussi au télétravail, donc apporter des solutions. Alors, les gestionnaires jouent vraiment un rôle de leadership santé dans le milieu de travail. C'est eux qui viennent un peu déployer la culture puis faire la courroie de transmission des valeurs de la santé. Donc, le soutien social, c'est une pratique qui est importante, autant du gestionnaire vers l'employé, mais aussi des collègues. Donc, le tissu social aussi, puis si on le sait, en télétravail, ça devient d'autant plus difficile de reproduire la pause ou la machine à café. Donc, d'essayer d'implanter des rencontres, de se donner peut-être 10 minutes avant une rencontre formelle pour que les gens puissent discuter. Ça peut être aussi des pratiques qui sont favorables. Puis, oui? Oh non, je vous en prie, continuez. Bien, je voulais juste terminer avec une autre pratique que je trouve super importante, qui est la reconnaissance. On la connaît toutes, cette pratique-là. Puis c'est facile, c'est gratuit, c'est puissant à mettre en place.
Et d'ailleurs, il y a des études qui nous disent que c'est encore plus fort qu'une récompense ou un cadeau. Donc, la reconnaissance, c'est facile. On a maintenant plein d'outils technologiques avec les Teams de ce monde, donc d'envoyer des petits messages, des petites icônes. Donc, oui, du gestionnaire vers l'employé, mais comme gestionnaire aussi de favoriser la reconnaissance dans son équipe. Ça peut être aussi très positif pour la santé mentale de l'équipe. Donc, si j'aurais 2 éléments à mentionner, là, ça serait le soutien social et la reconnaissance pour favoriser la santé mentale dans un contexte de télétravail. Merci Véronique. Puis Maud, si vous permettez, j'aimerais bien qu'on élabore un peu là-dessus. On parle de reconnaissance, de soutien social. D'après vous, si je suis un employeur, comment est-ce que je peux y souscrire et surtout comment est-ce que je peux déployer ces principes-là concrètement? Mais en fait, Véronique a fait un excellent travail pour parler de comment le rôle d'employeur, comment qu'on peut faire. Ce que je voudrais apporter un peu comme twist, c'est comment on peut ramener ça au niveau de l'autogestion. Parce qu'on met tellement de pression sur les gestionnaires de prendre soin de ses employés, de prendre soin du bien-être mental, et il ou elle a absolument un rôle sur la santé mentale, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire comme employé, comme personne, comme cadre ou même pour prendre soin de notre propre santé mentale, à travers le soutien, à travers la reconnaissance. Donc, de bien des manières, la meilleure chose qu'un patron, gestionnaire peut faire, c'est de donner la marge de manœuvre pour que les employés peuvent gérer eux-mêmes leur santé mentale et gérer eux-mêmes leur soutien pour donner de reconnaissance. Il y a plein de manières de le faire. On a, autant Véronique que Céline, on a nommé le fait de créer des moments réguliers d'échange, gestionnaire et employé, employé à employé. Qu'est-ce qui est important, par contre, on a parlé aussi que les motadines d'interruption et de petits messages gratuits toute la journée qui nous interrompent, c'est pas ça qui va créer du soutien social particulièrement. Au contraire, c'est plus des irritations. Donc, c'est créer des moments délibérés du soutien social, des moments de qualité. Donc, si on prend une pause, super. On prend un moment de repas, merveilleux. On réfléchit comment on peut en faire un moment porteur de sens. Comment est-ce qu'on peut parler de choses qui nous font du bien? Comment est-ce qu'on peut montrer du soutien à des collègues qui vivent peut-être des moments plus difficiles au travail ou autres? Comment qu'on peut simplement ventiler. C'est pas souvent qu'on faisait de manière spontanée, mais c'est dur de dire hey, on fait-tu un petit meeting, j'ai envie de ventiler vraiment sur telle situation que je vis au travail. Donc, la notion de délibéré, de qualité est régulière. Comment qu'on crée un lien d'attachement qui est de qualité? Bien, c'est intérêt commun. Donc, notamment au travail, on a des intérêts communs de faire notre travail. Puis la fréquence des moments. Donc, c'est l'accumulation des petits moments de qualité délibérés qu'on a entre employés, et avec notre patron, qui vont créer ce soutien social-là, qui vont briser notre isolement, qu'on a nommé un peu plus tôt, qui vont nous permettre aussi on parlait de communication virtuelle aussi, mais bon, en télétravail, littéralement avec communication virtuelle, et quand on n'a pas accès au langage corporel, les erreurs de communication, d'interprétation sont nombreuses. D'assumer que, oh mon Dieu, cette personne-là est donc bien bête aujourd'hui, peut-être qu'elle est fâchée, peut-être que j'ai fait de quoi de croche. Si on se voit régulièrement, on prévient beaucoup ces erreurs de jugement-là. Et juste faire un mini pouce sur ce que Véronique a dit par rapport à la reconnaissance, parce que c'est tellement important et c'est gratuit, on ne se cachera pas. Donc, le mot à se rappeler, c'est merci. Remerciez vos collègues, remerciez vos subordonnés, remerciez vos patrons. Ultimement, tout ce qu'on fait les uns pour les autres, on n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit. Donc, si quelqu'un fait quoi que ce soit pour vous aider à votre travail, vous soutenir, vous donner une bonne information, dites merci. Et ça peut être aussi simple que ça pour créer une culture d'organisation qui est plus saine, qui favorise notre bien-être et notre performance. C'est vrai. Parfois, pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour trouver des réponses. Mais là-dessus, en fait, écoutez, j'aimerais toujours, pour continuer sur le même terme, Céline, j'aimerais ça vous entendre. Bon, écoutez, Maud et Véronique ont partagé plusieurs conseils sur comment faire face aux enjeux de santé mentale en télétravail, mais comme mot de la fin, selon votre expérience professionnelle et personnelle, quelles sont les mesures parmi toutes celles-ci, toute la panoplie à notre disposition qui peut avoir le plus d'impact? Et j'ajoute j'en profite pour faire le lien en fait avec une question très intéressante qui a été posée par le chat. Quelles sont les mesures les plus efficaces à mettre en place, qui ont le plus d'impact, mais aussi comment les mettre en place dans un environnement, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre?
auxquelles on fait tous et toutes face présentement. OK, donc on a 4 heures de plus, là, c'est ça que je comprends. On a j'aimerais, je vais peut-être y aller en rafale, sur plusieurs éléments, qui ont été mentionnés. Déjà, j'aimerais revenir sur l'autogestion qui, pour moi, est Céline, nous entends-tu? oui, c'est ça, j'étais dans les limbes, hein, pendant un instant. OK. Un bref instant, tu es de OK, retour. super. Donc là, je disais que je vais y aller en rafale. Je vais revenir sur l'autogestion qui, pour moi, qui est vraiment un élément, qui est fondamental. Puis je vais peut-être parler du zoom de la responsabilisation pour aider tout le monde à comprendre l'impact. Le zoom de la responsabilisation, on se dit: «C'est moi et mon équipe, moi et mon organisation». Donc, chacun de ces éléments-là, le moi, l'équipe et l'organisation, a une responsabilité dans mon propre bien-être et dans le bien-être de tous, mais il faut l'analyser sous les 3 angles à chaque fois pour faire un bon travail en termes de sécurité psychologique des employés dans le milieu et évidemment, je fais le lien directement avec la santé mentale individuelle et collective. Donc déjà, il y a ça. Je veux revenir aussi sur l'idée de la gestion. Est-ce qu'on est, rendu je pense que la question, c'était: «Est-ce qu'on est rendu dans la gestion individuelle aujourd'hui?» Je vais peut-être démystifier quelque chose assez rapidement, puis je veux pas être cassante. Mais une fois qu'on est sorti du taylorisme, là, la gestion a toujours été individuelle, hein. Donc, la gestion, c'est pas une gestion la gestion de groupe, là, ça existe pas, OK? Donc les programmes, les interventions, les initiatives de groupe ou d'équipe ont été faites pour être plus efficaces, pour être plus abordables, mais pour prendre en considération des individus qui font partie d'un tout. Donc, la gestion de groupe, ça n'existe pas. C'est de la gestion individuelle, mais qui est quelquefois formatée pour le groupe de manière à ce que ça soit accessible plus rapidement, uniquement pour des raisons d'efficacité. Donc, quand on le sait et qu'on est conscient que la gestion est d'abord la gestion d'individu à individu, ça change le prisme avec lequel on construit les programmes, on construit nos initiatives, surtout nos initiatives de soutien. Puis je reviens au niveau du soutien, des soutiens psychosociaux. Puis je vais peut-être revenir avec cette idée de le monde a changé, puis je vais finir là-dessus. Le monde a changé. On n'a jamais eu une fracture aussi radicale entre le passé et le futur dans l'organisation et puis la création du monde du travail. Fait que prenons la chance de réinventer nos façons de faire. On peut pas attendre d'avoir la preuve que ça fonctionne pour réessayer quelque chose. Retournez-vous vers vos employés, ayez cette conversation, construisez quelque chose à votre image, puis parlez de santé mentale, parlez-en même quand ça va bien. Puis je vous dirais surtout quand ça va bien pour que ce discours-là soit un discours qui est accessible, normal et non stigmatisant quand ça va mal. Donc, parlez-en, 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 parlez de tout, parlez de n'importe quoi, mais construisez un nouveau monde du travail ensemble. Sincèrement, moi, j'ai envie de vous laisser avec ça. Des mots sages, des mots très sages. Merci, merci Céline. Et merci Maude et Véronique également pour une conversation, vraiment une discussion très, très intéressante. Il y a plusieurs commentaires, quelques questions dans le chat. Alors, je suggère qu'on prenne, et on a du temps, on prenne une quinzaine de minutes et même peut-être un peu plus pour répondre aux questions et aux commentaires des participants. Il y a un commentaire, en fait, une question, je vais essayer de résumer, un commentaire qui a été fait à plusieurs reprises sous différents angles, mais j'espère en résumer l'essence en une question. Et on y a fait allusion tout à l'heure, c'est les frontières, la frontière entre mon emploi en télétravail et ma vie privée. Alors, si j'essaie de résumer ça de manière succincte, comment faire pour établir, en tant qu'individu en télétravail, comment faire pour établir cette frontière entre l'emploi et le télétravail? Quelles balises pouvons-nous mettre en place? Maude? Donc, il faut comprendre que des frontières, il y en a plusieurs sortes. La manière la plus simple, c'est la frontière physique, premièrement. Donc, quand on est au travail, on s'installe, on ouvre notre ordinateur ou on va dans la pièce dédiée au travail. Quand on n'est pas au travail, on en sort et on n'y pense plus. Donc, ça, c'est la première, la plus de base. Donc, on ne se met pas à travailler dans notre lit ou sur le divan ou dans la cuisine. Non, on travaille dans le bureau.
La deuxième frontière, c'est technologique. Donc, les notifications qui sont aussi irritantes. Quand on se met des modes dans nos téléphones, maintenant, la technologie est fantastique là-dessus, qu'on peut se mettre des modes, que quand on est au travail, on a certaines notifications, quand on a vie privée, on a d'autres notifications de notre vie privée. Donc, on peut avoir cette frontière-là. Et finalement, on a le détachement psychologique. Donc, c'est de se dire qu'au-delà de telle heure, on ne pense plus au travail. On se force soi-même que, OK, si on a vraiment une pensée intrusive de « Oh mon Dieu, j'ai oublié telle chose », on prend une note, on le met sur un post-it, on le met sur l'ordinateur et on revient notre vie privée. Donc, ça demande un certain entraînement parce qu'on est tellement rendu mélanger notre vie de travail privée, professionnelle que ah, ben, il est 9 h le soir, je devrais me coucher, mais je peux aussi comme lire un article, ma job demain. Non. Défaites cette habitude-là. Forcez-vous, parce que si vous restez constamment avec un peu le pied sur l'accélérateur du travail, vous n'allez jamais vous recharger complètement. Vous ne pouvez jamais vraiment vous reposer, revenir à 100%, parce que vous êtes toujours un petit peu en mode productif. Osez la pause, osez la déconnexion, ça serait ça mon conseil là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres personnes? Oui, Céline? Oui, si moi, je peux rebondir là-dessus parce que, Maud, c'est vraiment intéressant. Je vais peut-être essayer de lancer quelques trucs que je donne de façon très pratique dans nos ateliers, là. Personnellement, j'en ai un sur la base du fonctionnement du cerveau. Donc, le cerveau fonctionne avec des portes. Il a besoin d'ouvrir puis de fermer des portes. Donc, moi, je lui ouvre et je lui ferme des portes. Et ma façon d'ouvrir la porte du travail, moi, c'est d'aller à la machine à café, me servir un café. Mais quand je vais travailler 11 heures le soir, oui, je sais, je ne devrais pas, mais j'ai un mode de fonctionnement qui est comme ça puis qui me convient. Quand je vais travailler 11 heures le soir, vous comprenez que je ne vais pas aller boire mon café. Mais je vais tout de même à la machine à café, puis j'allume quand même la machine à café, même si je ne le bois pas, mon café. Et ma porte de fermeture, c'est de me servir un verre d'eau et de boire un verre d'eau. Donc, je sais, mon cerveau sait que ma séance de travail est terminée. Et de façon automatique, ce qui m'envoie, c'est cette séquence-là de bien-être que j'ai physiquement, que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture, il s'enclenche de façon automatique. Puis c'est une façon de tricher son cerveau, mais ça fonctionne. Fait que trouver le truc qui fonctionne pour vous, mais ça prend un point d'ouverture puis un point de sortie pour ouvrir puis fermer la porte. Un seul mode de communication, proposez ça à vos équipes, s'il vous plaît. Quand on a besoin d'envoyer des fichiers, on fonctionne seulement par courriel, par exemple. On ne me l'envoie pas par Slack, on ne me l'envoie pas par Teams. Si tu as besoin de m'envoyer un document, ça va être par courriel. Puis si tu veux chatter avec moi, un seul mode de communication par chat. Donc, entendez-vous avec vos équipes. On se parle par quel médium quand tu veux me parler du travail. Et là, à ce moment-là, on sait que les autres médiums utilisés, j'ai le temps de te répondre. Donc, même si tu me parles de travail sur les autres médiums, je sais que ce n'est pas urgent puis que je te prendrai lorsque je serai disposée à le faire. Fait que ça, c'est des trucs que l'on partage de façon très concrète. Puis je vais finir avec l'inclusion, la notion d'inclusion. Prenez pour acquis que votre mode de fonctionnement n'est pas le meilleur mode de fonctionnement pour vos collègues de travail. Nous avons tous des personnalités différentes, nous avons tous des façons d'aborder les choses différemment, mais il y a deux façons de travailler en équipe qui aident à notre santé mentale. C'est le respect et la loyauté des engagements. Donc, respectez vos engagements et quand ils sont modifiés, annoncez-les. Et respectez vos collègues de travail tant en parole qu'en geste. Et ça aide non seulement à votre propre santé mentale, mais à celle des autres. S'il faut avoir des règles de base, ça serait celle-là en milieu de travail. Donc, voilà pour moi. C'est mes trucs à moi. Merci Céline. Et si vous permettez, je vais relancer, Véronique, que je vous relance avec une question que plusieurs se posent, que j'ai vu défiler. On parlait tout à l'heure, on a fait allusion brièvement à la culture d'entreprise en santé mentale, c'est-à-dire que ce ne soit pas un tabou pour un employé d'approcher son gestionnaire et de dire « Écoute, je me sens pas bien, j'ai besoin d'une pause. » Il y a des mots à mettre là-dessus, et ça sera d'ailleurs le contexte du panel de relief de demain. Mais dans l'intérim, comment est-ce qu'on fait en tant que gestionnaire pour créer une culture d'entreprise dans laquelle les employés sont confortables à approcher leur gestionnaire et à parler de leurs enjeux de santé mentale sans penser que qu'ils commettent un suicide professionnel en s'adressant de la sorte, en s'ouvrant de la sorte à leur gestion? C'est une bonne question, Alain. Puis ça fait du pouce. Tout à l'heure, il y a une question dans le chat aussi sur par où commencer au niveau de mettre les bonnes pratiques dans un contexte de pénurie. En fait, la santé, c'est une responsabilité partagée. Hein? Chaque personne doit se mobiliser à la santé, mais l'organisation doit se donner aussi les moyens d'agir de façon proactive pour la santé des employés. Donc,
Ça prend un engagement de la direction, ça c'est certain, pour implanter la santé mentale dans l'organisation. Mais oui, une implication de la part des gestionnaires. Et on vous encourage aussi à impliquer des collaborateurs externes comme les assureurs. Pourquoi je dis ça? C'est important de déployer les mesures de soutien, qu'elles soient connues. Et bien souvent, elles ne sont pas si connues que ça des employés. Hein. Quand je parle de mesures de soutien, je parle de programmes d'aide aux employés, je parle de garanties psychologues. Donc, il y a toutes sortes de mesures de soutien qui sont disponibles dans une organisation. Donc, n'hésitez pas à impliquer vos collaborateurs comme l'assureur, à faire comme employeur aussi des répertoires de mesures de soutien qui sont visibles, qui sont disponibles aussi pour les employés, que les gestionnaires peuvent utiliser facilement. Donc ça fait partie aussi de la culture santé. Là, je me répète, tout à l'heure, j'ai parlé de former les gestionnaires, mais ça aussi, ça peut être une des meilleures façons de faire aussi pour qu'on sente que la culture, elle est vivante dans l'entreprise, de former les gestionnaires sur comment intervenir pour rencontrer un employé en difficulté, pour offrir la bonne mesure de soutien. Ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Autre élément, je parlais aussi de l'assureur. L'assureur détient des données aussi sur la santé mentale dépersonnalisée. Donc, quand vous mettez en place un plan d'action qui est rigoureux, qui est structuré, ça peut être intéressant d'aller chercher des données de l'assureur pour mettre en place des initiatives, un plan d'action qui est cohérent avec qu'est-ce qu'on observe. On peut aussi sonder les employés sur les besoins, les intérêts face à la santé mentale, qu'est-ce qu'on souhaiterait mettre en place. Donc ça, c'est un beau point de départ pour mettre en place une culture santé, donc de mesurer, de sonder, puis ensuite de faire un plan d'action qui est cohérent. Et aussi, l'erreur qu'on pourrait faire, ce serait de mettre en place des activités ici et là, sans trop se questionner du côté de la santé mentale. Donc, c'est important qu'il y ait un continuum, que ça soit cohérent, mais qu'il y ait des activités dans le temps pour qu'on sente que la santé mentale vive dans l'organisation. Donc, ça ici, ça serait les bonnes pratiques, à mon avis, pour implanter une culture santé. Merci, Véronique. Merci, Alain. J'aurais juste une mini chose à ajouter là-dessus. L'importance d'être un bon modèle quand on est un gestionnaire. Parce que les actions sont encore plus fortes que les mots. Et il faut qu'il y ait une cohérence entre qu'est-ce que les gestionnaires, on prêche et on pratique et on dit aux gens, voici nos programmes, voici les politiques, voici ce qu'on devrait faire. Mais si on voit un gestionnaire qui travaille 14 heures par jour et qui prend aucune mention de sa propre santé mentale, le message devient confus et les gens ne savent pas quoi suivre entre qu'est-ce que le gestionnaire va dire et qu'est-ce que lui, il fait. Donc, j'encourage vraiment tous les gestionnaires dans l'auditoire aujourd'hui à travailler sur leur propre modèle et comment qu'ils vivent eux-mêmes leur propre santé mentale au travail, puis comment ça peut avoir un impact sur qu'est-ce que leur équipe vont percevoir de leur propre comportement. Par l'exemple. C'est super intéressant, Maude, parce que la santé mentale des gestionnaires eux-mêmes, on ne l'a pas abordé, mais il y a eu un impact avec les changements, la charge de travail. Donc, je trouve que ça fait plein de sens que tu nous partages. Non, définitivement prêché par l'exemple. Très sage. Mais écoutez, pour continuer, en fait, un peu dans la même idée, il y a un commentaire très intéressant que j'ai identifié dans le chat. Et ça fait allusion, tout à l'heure, on parlait de distance. Bon, le télétravail, bien entendu, c'est la distance. Là, soyons, c'est tout à fait... c'est la nature du télétravail. Un commentaire dit que le fait que la distance, le fait que le télétravail de par sa nature soit à distance, ça fait en sorte qu'on a moins l'occasion d'observer les comportements de nos collègues, de nos employés, et ça rend plus difficile la détection des problèmes de santé mentale. Alors, tout à l'heure, on a parlé des bonnes pratiques à mettre en place, mais maintenant, si on se déplace un peu latéralement, comment faire en télétravail pour prévenir et apporter de l'aide en amont, alors que le télétravail est de par sa nature, ça rend la chose plus difficile. Moi, je suis sûre qu'on a toutes les trois quelque chose à dire là-dessus, qui fait que là, je vais jumper la première, là, comme ça au moins. mais je dois avouer que ça aussi, ça fait partie des interventions que l'on fait régulièrement depuis 3 ans. C'est même effrayant. Puis je vais revenir sur ce que je disais tantôt par rapport au changement de posture au niveau du leadership. On se rend compte que l'encadrement de gestion classique d'avant pandémie, donc avant télétravail généralisé, et pas du tout le même style
d'encadrement qui est nécessaire lorsqu'on est en gestion virtuelle ou en gestion hybride. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant pour les gestionnaires. Donc, oui, le niveau de détection lorsqu'on reste en mode de gestion à vue, donc de gestion quand l'équipe est présente et qu'on voit notre non-verbal, lorsqu'on reste dans cette posture-là, le niveau de détection en télétravail est difficile. Mais si on prend pour acquis les éléments que Véronique a apportés tantôt d'utiliser ce que le télétravail nous a offert. Le télétravail, ce qu'il nous a offert, c'est que maintenant, les modes de communication sont intentionnels. On a beaucoup moins d'interactions qui sortent comme ça, parce qu'on s'est croisés à la machine à café ou parce qu'on est tous les deux allés aux toilettes en même temps puis qu'on est en train de se laver les mains. Fait que ces contacts-là, effectivement, on ne les a plus. Donc, on rentre en contact avec les autres de façon intentionnelle. Ce qu'il faut, c'est multiplier l'intention sans objectif. C'est aussi simple que ça. Donc oui, je vais rentrer en communication avec toi et c'est prévu que je rentre en communication avec toi, mais je n'ai pas forcément de sujet à l'ordre du jour pour notre rencontre de 15 minutes. Je n'ai pas forcément prévu qu'on parlerait de quoi que ce soit et on laisse libre cours au fait qu'on soit tous les deux là, qu'on l'a planifié, et qu'on a ce temps-là à partager. Et le gestionnaire doit non seulement le prévoir avec ses employés, mais doit aussi l'intégrer dans le mode de fonctionnement de son équipe entre équipiers. Et c'est comme ça que l'information va lui revenir, quelquefois de façon formelle, quelquefois dans ces rencontres qui sont moins formelles, mais toujours intentionnelles. Donc oui, c'est différent. C'est pas plus difficile, c'est juste une façon différente de voir les choses. Je peux peut-être ajouter un petit peu aussi par rapport à comment détecter en télétravail. C'est sûr que ça peut devenir plus difficile. Effectivement, il faut maintenir des rencontres qui sont plus fréquentes. Fait que tout ce qui est physique devient plus difficile peut-être à observer. Il y a des formations pour ça. Mais il y a des manifestations, des fois, aussi qui sont organisationnelles. Hein. Des fois, ça peut être l'employé se connecte plus tard, fait des erreurs dans son travail. Il y a d'autres signes qu'on peut observer. Donc, c'est un changement dans le comportement habituel de l'employé qui va faire en sorte que là, oui, il y a des signes avant-coureurs, mais parfois, ça ne sera pas uniquement physique. Ça va être comportemental ou organisationnel et ça va avoir un impact, une répercussion sur le travail. Et là, on va être en mesure d'ouvrir la discussion avec notre employé en disant « j'ai observé un changement », toujours dans un mode soutien, mais ça peut être des petits signes. Ou un employé, par exemple, qui ferme sa caméra, on peut se douter qu'il ne va pas bien aussi. Donc, il y a des petits signes à être un peu plus à l'affût dans le cadre du télétravail qui sont peut-être pas nécessairement physiques, mais plus comportementaux. J'ai un dernier petit mot à ajouter là-dessus. Si on revient sur la posture de l'autogestion, comment on fait pour donner le plus de vocabulaire possible aux gens eux-mêmes? Parce que des fois, le seul mot qu'on a, c'est « burn-out » ou « je suis brûlée » ou « je suis débordée ». Et c'est un mot qui apparaît beaucoup trop tard dans le processus de santé mentale. Alors que si on avait des meilleurs mots, des mots plus précis, plus tôt, de ma charge mentale est trop élevée, ma charge cognitive, mon rythme de travail est trop lourd, je manque de soutien, je manque de latitude, mon travail est ambigu, manque de clarté, mon rôle n'est pas clair par rapport à telle autre personne. Donc, si on avait des meilleurs mots plus haut, plus en amont du processus de santé mentale, de stresseur, donc, on serait capable de communiquer sur un spectre beaucoup plus large de santé mentale et de rendre l'ensemble de la santé mentale beaucoup plus visible, pas juste quand je suis en détresse, mais tous les facteurs du travail qui peuvent mener à du stress. Donc, plus les gens ont un pouvoir sur leur propre vocabulaire, plus ils ont des mots qui sont précis, et plus ils sont capables de mieux parler à leur gestionnaire parce que je connais pas un gestionnaire qui se dit « j'ai vraiment envie que mes employés soient brûlés cette semaine et que je les ignore complètement. » Non. Mais il ne peut pas deviner ce que les gens vont pas bien nommer. Donc, la communication, ça a deux côtés. Le gestionnaire doit être capable de mieux écouter, de mieux comprendre, mais on doit donner le pouvoir aux employés eux-mêmes de mieux s'exprimer avec des meilleurs mots sur la santé mentale. Et mettre les bons mots sur les mots est exactement, comme on dit tout à l'heure, c'est exactement le thème du panel de discussion de relief demain dans le cadre de la semaine de l'autogestion. Yeah. Alors, définitivement à suivre pour ceux et celles qui peuvent se joindre à nous demain. Écoutez, le temps file. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question avant de clore le panel de ce midi. Et je partage avec les panélistes une question très intéressante posée par M. Morissette, M. Martin Morissette.
qui établit le cas suivant. Assumant que la charge de travail est adéquate, on prend plaisir à travailler et il n'y a pas d'impact négatif sur la vie familiale. Si ceci est vrai, et là je m'adresse aux panélistes, est-ce qu'il serait alors raisonnable de croire que le besoin de déconnexion dont on a parlé longuement jusqu'à maintenant, est-ce que ce serait plutôt une conséquence d'une surcharge mentale causée par la surcharge de travail? Alors, on regarde un peu la question dans un angle un peu comme si on regardait dans un miroir. En fait, je veux juste comme nommer le fait que il y a peu de choses en littérature qui sont noires ou blanches, mais le besoin de se détacher, ça, c'est noir ou blanc. Oui. Même si ta charge de travail est complètement raisonnable, tu dois te détacher du travail parce que la vie, c'est pas juste le travail. Je l'ai parlé un peu tantôt, le fait que si on est toujours un petit peu en mode travail, on ne se recharge jamais complètement et ça, même si notre charge est raisonnable. Il faut qu'on ait un équilibre, une balance dans les différentes sphères de nos vies. On ne peut pas garder cet équilibre-là si on a toujours un petit peu le pied dans chacune des sphères différentes. Donc, ma réponse, relativement simple, c'est non. C'est pas une conséquence juste de surcharge mentale. Est-ce que c'est encore plus important quand tu es débordé? Probablement. Mais tout le monde devrait le faire. J'ai vu que Céline aussi était inspirée de répondre à la question. Mais donc, selon vous, si je comprends bien, Maude, selon vous, se déconnecter est un besoin fondamental de l'être humain. C'est pas une conséquence d'une... OK. Intéressant. Véronique, Céline, est-ce que vous abondez dans le même sens? Je vais laisser Céline y aller pour celle-ci. Ouais. C'est ça, mon non-verbal est assez parlant, hein, Oui. même si on est en virtuel. OK, ça, c'est ça. Merci. Fait que ça crée un beau pont avec la question de tantôt. C'est quelque chose qui revient régulièrement depuis le début de la pandémie, puis ça faisait partie des craintes au début de la pandémie. C'est devenu quelque chose, c'est devenu une conséquence dans le courant de la pandémie, puis aujourd'hui, on le traite comme un enjeu pour pouvoir faire de la prévention. Donc, je pense qu'il y a un continuum qui est assez clair sur la nécessité de clarifier la connexion, pas forcément la déconnexion, mais le mode de connexion et le niveau de connectivité. Fait que le but de la façon dont j'amène ça, c'est de dire les ne pas, ça fonctionne pas. Le cerveau fonctionne pas comme ça. Il comprend pas les ne pas. Okay? Donc, lui, il faut lui envoyer clairement des intentions positives. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Donc, on va peut-être arrêter de penser à la déconnexion. Puis ça, je m'adresse directement à Martin Morissette, je pense, qui posait la question, puis penser à du ressourcement. Donc, moi, j'ai besoin d'oasis entre deux moments de performance, deux moments de production. J'ai besoin d'oasis de ressourcement qui peuvent être des activités connectées, si ça vous plaît, qui peuvent être des activités connectées en autant qu'elles vous redonnent de l'énergie. Donc, oui, la notion de frontière floue entre le travail et la vie personnelle existe, mais tout est une affaire de perception. Ce qui est nécessaire, c'est de morceler à l'intérieur de son agenda des moments de réénergie, des moments d'oasis, des moments où on fait autre chose que d'être en performance pour que le cerveau puisse nous donner, et le cerveau est notre corps, là, puisse nous donner cette énergie qu'on a pour pouvoir avancer, parce que sinon on craque, on tombe, on s'épuise. Donc j'espère avoir pris des chemins assez contournés pour pouvoir dire la même chose que Maude, mais de façon plus subtile. Donnez-vous les moyens de rester dans une constance de la performance plutôt que d'y aller en modulation. J'y vais fort, je m'arrête, j'y vais fort, je m'arrête. Prenez le temps de vous réénergiser. Je te laisse aller, Véronique. Non, je pense nous reste plus. Je pense que tu as fait le tour sur la question. C'était très complet. Je crois qu'on a perdu notre animateur. Donc, on va lui donner quelques secondes pour se reconnecter. La question de Marie-Michel, je crois. Demandait sur un document sur les bons mots, est-ce que Relief a un document? Je pense le Relief a un blog qui est très, très, très riche de différents éléments. Alors, revenu Alain, bonjour. Oui, désolé, les offres du travail, justement, voilà. Donc, juste terminer la petite question qu'on avait, un guide document sur l'utilisation des mots. Il y a des pistes de solutions sur les ressources et le blog de Relief. Des documents vont
probablement être produit ultimement après les panels que nous avons fait cette semaine aux outils davantage. Merci beaucoup. Merci aux participants pour les questions très intéressantes. Désolé de ne pas avoir eu l'occasion de passer à travers toutes les questions. Elles étaient nombreuses, mais toutes fort intéressantes. Mais j'espère que... et je suis certain, en fait, que nos panélistes ont pu vous éclairer. Et bon, malheureusement, notre temps ensemble tire à sa fin ce midi. Alors, tout d'abord, vous me permettrez de remercier nos panélistes, Céline, Véronique, Maude. Merci d'avoir accepté de partager vos connaissances et votre expertise avec nous tous et nous toutes aujourd'hui. Au nom de Relief, je remercie, je veux vraiment prendre un moment pour remercier vous tous et vous toutes qui avez partagé votre heure de repas avec nous, donc tous les participants, et surtout vous remercier de l'intérêt que vous portez envers le bien-être de vos employés, puis vraiment d'être conscient du fait qu'il n'y a pas de bonne santé sans une bonne santé mentale. Je remercie bien entendu Relief pour la mise sur pied de cette initiative et aussi pour leur dévouement envers notre bien-être à tous en santé mentale. Je vous rappelle une dernière fois qu'un panel similaire se tiendra demain, jeudi, même heure, même poste. Et la discussion portera vraiment sur la terminologie en santé mentale et comment aborder le sujet en milieu de travail. Et vous y êtes tous et toutes cordialement invités. Et le mot de la fin, je termine simplement en invitant tout le monde, en fait, à contacter Relief en tout temps. Si vos organisations, vos employés, vos proches ou vous-même sentez le besoin de parler de santé mentale, d'être écouté et d'être épaulé. Alors, en vous souhaitant la bonne santé et une excellente fin de journée, merci, au revoir et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.